l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes cèdres du Liban, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo présentation express vidéo dans laquelle je vous donne un avant-goût de différents jeux que je possède dans ma ludothèque puis que je vous donne en fait certaines suggestions par rapport à un thème que je donne. Et aujourd'hui, ça se peut que ça prenne un petit peu plus que 5 minutes par présentation parce que je vous présente des gros jeux. Quand je parle de gros jeux, c'est pas des gros jeux avec des grosses boîtes pleines de figurines, non. Je parle de gros jeux au niveau intellectuel qui va vous demander de mettre du jus de cerveau sur la table, qui va vous demander de vous investir au niveau du temps et de l'énergie pour apprendre les règles, mais qu'une fois que les règles sont apprises, eh bien, c'est un plaisir fou de jouer à ces jeux-là. Alors, je vous présente 4 différents gros jeux et sans plus attendre, on commence maintenant. Alchimiste, c'est un jeu vraiment spécial parce que le côté gestion de ressources est très intéressant dans ce jeu-là puisque c'est un jeu euro où est-ce qu'on va devoir récupérer de l'argent ou placer des ouvriers. On va devoir aussi gérer nos ressources comme il faut, mais c'est aussi surtout et avant tout un jeu de déduction très intéressant où le but des joueurs, en fait, c'est de créer des potions et d'être capable d'arriver à certaines conclusions scientifiques. Et ça va nous donner des points. Et plus qu'on a des points, plus que ça nous donne de la notoriété dans le petit village, la ville, bref, l'endroit où on est dans le jeu. Et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne. Donc, c'est un jeu qui va nous demander d'être à l'affût de différentes pistes de solutions. Je vais vous donner un exemple concret parce qu'ici, on a notre plateau de jeu personnel et laissez-moi vous dire que déjà là, c'est très attirant toute cette belle petite mise en place-là. On va avoir en fait cette espèce de plateau-là qui va nous donner certaines informations, comme par exemple, moi si j'ai un scorpion puis une petite fleur, je vais mixer la petite fleur et le scorpion et puis par exemple, ça va me donner un négatif, rouge. Là, après ça, je pourrais regarder, OK, pour récupérer un négatif, il faudrait qu'il se passe telle ou telle affaire. Donc, c'est vraiment un mix très ingénieux de différents ingrédients qu'on va mixer ensemble pour être capable d'arriver à des conclusions scientifiques. Mais aussi, c'est un jeu, comme je disais, de gestion de ressources. Et là, on a énormément de stock sur le plateau et le jeu va principalement se jouer sur ce plateau principal. Alors, le plateau principal va nous demander tout d'abord de se déplacer à une heure précise. Donc, plus on est bas, plus qu'on est paresseux, mais on va avoir le plus de bonus possible. Alors que plus on est haut, eh bien, plus on va avoir la chance de se positionner pour être capable de faire nos actions, mais on risque de pas nécessairement avoir réellement qu'est-ce qu'on désire au niveau des bonus. Donc, par exemple, ici, le joueur jaune serait le premier à faire ses actions, mais dans la programmation, il va être le dernier, puisque le joueur vert va commencer et il va placer ses cubes dans les espaces les plus bas de ces différents espaces d'ouvriers-là. Je dis espace d'ouvriers en passant, mais c'est vraiment pour placer des cubes. Je serais le deuxième en piste, donc je pourrais placer par exemple un cube là, je pourrais en placer deux ici comme ça. Et finalement, je sais pas, moi tiens, j'en place un ici pour aller me chercher un artefact. Et finalement, pourquoi pas aller faire tester une potion à un petit garçon. Et puis le jaune, finalement, placerait son cube en haut complètement, ce qui lui donnerait en fait l'avantage de savoir non seulement qu'est-ce que nous on veut faire, mais nous voler peut-être des avantages et au-delà de ça, être le premier à faire l'action. Donc là, ici, on aurait l'action d'aller récupérer un ingrédient. On aurait ici l'action de défausser un ingrédient que l'on a pour faire de l'argent. Aller vendre une potion à un aventurier. Ici, aller acheter un artefact au coût qui est indiqué ici. Aller réfuter ou confirmer une théorie qui se passe sur ce plateau-là. Donc ici, les joueurs pourront placer, admettons, un de leurs sauts
pour dire, ben moi je le sais c'est quoi cet élément moléculaire qui compose la tête de violon, par exemple. On aurait aussi, dans le fond, faire tester nos potions, soit la boire soi-même ou même la faire boire à un de nos élèves. On va avoir aussi en finale, le dernier round, c'est vraiment une espèce de show-off, de grands concours, de grande exposition de nos savoirs concernant les potions, et on va faire des points de victoire si on est capable de deviner correctement la composition d'un élément moléculaire, d'un ingrédient. Et comme j'ai dit, le joueur qui a le plus de points gagne. C'est vraiment un jeu qui est sublime, qui m'épate au niveau de le beau mixte entre gestion de ressources et déduction. C'est rare qu'on a un si beau mix qui est fait. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement bien fait, ce jeu-là. Il y a une application par téléphone cellulaire où est-ce que justement on va scanner, on va sélectionner différentes cartes, on va les démontrer à l'application. L'application va faire les liens, donc ça permet une grande rejouabilité étant donné que les différentes données moléculaires vont se différencier d'une partie à l'autre. Si vous ne voulez pas jouer avec l'application, ben, il y a la manière d'ajouter un joueur, un maître de jeu, entre guillemets. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui veut être un maître de jeu dans ce jeu-là, mais quand même, hein, si vous voulez l'application, si vous êtes allergique à l'application, puis si vous voulez voir de quoi l'application a l'air, ben pourquoi pas aller voir une vieille vidéo de JP sur le jeu. Ça va vous permettre aussi de vous rendre nostalgique par rapport à ses premiers pas dans l'école du jeu. Là, ça va être un aperçu très rapide de Bios Megafauna parce que, oh boy, il y en a du stock là-dedans, mon ami, c'est incroyable. Mais c'est un jeu tellement le fun, tellement prenant au niveau de l'imaginaire, puisque dans Bios Megafauna, nous sommes lancés en plein milieu de l'ère préhistorique et on vient tout juste de sortir des eaux et là, tranquillement, on commence à se transformer en tant qu'espèce vivante et on va rajouter des éléments à notre espèce, on va rajouter des organes pour être capable de survivre, pour être capable de combattre, pour être capable de pouvoir s'adapter aux différentes situations de l'environnement. Et comme la plupart des jeux de Monsieur Phil et Clown, eh bien, on va toujours avoir un système d'événements qui va se passer au début de chaque tour. Alors, nous allons piger une carte extraterrestriale. Et puis, ben, ensuite de ça, ça va nous demander parfois de piger une carte de l'atmosphère dans laquelle nous sommes actuellement. Évidemment, il fait beau, hein, on est correct, la vie peut être c'est propice à la vie. Donc, on se retrouve avec cette carte-là à devoir gérer. Donc, on va avoir ces deux événements-là. Et là, vous pouvez voir, en fait, il y a une tonne et quart de différents symboles. Ça va nous requérir, en fait, d'effectuer certains changements au niveau du plateau, d'augmenter, par exemple, les plaques tectoniques, les niveler vers le haut ou le bas, ce qui va changer l'atmosphère générale. Donc, plus on s'en va vers le haut, plus on s'en va vers une chaleur, donc des conditions terrestres très difficiles ou même au contraire, un air glacial. Ça peut nous demander aussi de retirer certains jetons ou d'en ajouter en fait pour ajouter le niveau de nuages. Et ça va encore une fois changer plein de choses. Ça va augmenter le nombre de précipitations. On a ici l'oxygène. L'oxygène, en fait, plus on en a, plus c'est positif, mais moins on en a, plus on se retrouve en fait avec une possibilité de conflagration. Bref, je ne connais pas trop les mots scientifiques, mais ça va en fait se déplacer tout ça. Ça va se déplacer à un moment donné, ça peut même se coller pour créer le frappement des plaques tectoniques. Mais ce qui est vraiment le cœur du jeu, c'est définitivement venir en fait faire évoluer nos différentes espèces. Alors nous avons 4 différents types de Creeple qu'ils appellent, en fait 5 si on compte l'espèce principale, l'espèce mère. Et bien pendant notre tour, en fait, on va faire un nombre d'actions dépendant de l'oxygène, peu importe. Et on va pouvoir aller tout d'abord récupérer certaines mutations, hein, comme par exemple, je pourrais aller prendre le Egg Case que je vais glisser sous ma carte ici et on a des cubes. Ces cubes-là, en fait, vont avoir 4 différentes couleurs et vont nous permettre de pouvoir se reproduire plus rapidement, se répandre plus rapidement sur le territoire, combattre plus facilement ou même se défendre. Et puis à un certain moment, bon, cette carte-là, je peux la faire muter, je peux la promouvoir en fait.
Et une fois qu'elle est de l'autre côté, ben, je pourrais par exemple décider de la placer ici comme ça pour avoir des jelly eggs, donc des œufs en fait qui vont me permettre de pouvoir me propager. Puis par la suite, je pourrais rajouter une autre carte, tiens, pourquoi pas, hein, je vais rajouter ici un lung, donc un poumon, et une fois que c'est fait, bien là, je vais pouvoir en fait la transformer pour devenir une nouvelle espèce des swimmers qui eux autres doivent survivre dans l'eau. Et chaque espèce va avoir ses restrictions au niveau de son déplacement, mais aussi de son habitat. Et le but, en fait, c'est que plus notre espèce est grosse, plus elle est capable de pouvoir s'adapter, plus elle peut faire face aux autres espèces, mais aussi plus elle est vulnérable car elle pourra se faire détruire par les autres joueurs. Bref, je vous épargne tellement de détails là, parce que ce jeu-là est gros, c'est énorme, il y a beaucoup de stock dans la boîte, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à considérer. C'est un jeu qui fait peur en fait pendant sa première partie parce que le nombre de règles est assez volumineux, merci. Mais une fois qu'on se donne la peine de jouer encore et encore, on découvre un jeu de contrôle de territoire, un jeu de souk à la corde et surtout en fait cette espèce l'histoire de la vie, hein? Le règne animal qui est en train de se battre pour survivre, on le ressent vraiment très fort dans Bios Megafauna, un superbe jeu qui vient d'une trilogie des Bios qui nous en apprend vraiment davantage sur l'origine de la vie et ensuite de ça, comment est-ce qu'on est devenu une civilisation au fil du temps. Si vous êtes fan de Tableau Builder et que vous aimez beaucoup l'interaction, eh bien, je vous recommanderais chaudement d'aller voir un peu plus sur Pax Porphyriana. C'est un jeu, en fait, de Tableau Builder, comme j'ai dit, où on va incarner, en fait, un haciendato de l'époque, dans le fond du 20e siècle, qui va devoir faire face au conflit politique qui est dans le pays actuellement. Et donc, c'est un jeu où est-ce qu'on va devoir acheter des cartes et ensuite de ça, on va devoir payer pour les jouer devant soi. Et toutes ces cartes-là vont avoir différents effets. Comme par exemple, ici, j'en ai sorti quelques-unes. Donc, j'ai sorti les cartes principales. On peut avoir des partenaires de jeu qui vont nous donner en fait des pouvoirs qui briseront un petit peu les règles habituelles. On pourrait avoir des troupes, en fait, là on aurait une troupe locale, on pourrait avoir des troupes des États-Unis, des troupes rebelles. Bref, ces troupes-là vont se déplacer sur d'autres cartes ou vont protéger les nôtres. On a aussi des cartes jaunes qui vont être des espèces de pièges à rats qu'on va installer aux autres joueurs ou qu'on pourrait même s'installer à soi-même. Pourquoi? Parce que chacune de ces cartes-là possède un insigne derrière toute la manière qu'on va faire des points de victoire. J'y reviendrai tantôt. On pourrait aussi jouer en fait ce type de carte-là qui est assez similaire. Ces deux-là sont très similaires. On pourrait obtenir des cartes de localisation pour nous permettre de faire du revenu. Donc chaque cube que l'on va installer sur des cartes indique un revenu que l'on va faire à la fin de notre tour. Des cartes d'activistes locales qui vont nous donner des pouvoirs. Et finalement ici on a les nouvelles médiatiques. Et c'est là en fait que ça peut me permettre de transiter vers la manière qu'on va faire des points, puisque on va avoir un régime qui est mis en place. Ce régime-là, en fait, va nous donner tout d'abord une économie et une valeur de mine qui va nous déterminer aussi combien de revenus on peut faire pendant un tour. Et si on terminait la partie, et que là, en fait, on tournerait à l'endos de cette carte-là pour voir c'est quoi la condition de fin de partie et c'est quoi les conditions de fin de victoire. Et donc, on en a tout plein de cartes comme ça, on en a 4 au total. Les cartes ici vont déterminer en fait le changement d'un régime politique vers un autre. Et comme j'ai dit, c'est vraiment ça le cœur du jeu où est-ce qu'on va faire des points selon le type d'insigne que l'on a. Comme par exemple ici, si on terminait, si on avait un déclenchement de fin de partie, il faudrait avoir le plus d'insignes loyauté. Comment est-ce qu'on fait pour faire déclencher une fin de partie potentielle? C'est en achetant une de ces cartes-là, Topple, qui vont être mélangées dans le paquet de cartes ici. Dans le 2 tiers du paquet, on va commencer à retrouver ces cartes-là. Il faudrait les acheter et ensuite de ça, les activer. Parlant des cartes, vous pouvez remarquer qu'il y en a beaucoup sur la table. Il y en a environ plus de 80, une centaine peut-être, et il en reste d'autres qu'on n'a pas joué avec. Et sinon, on a le plateau principal qui va nous indiquer en fait les différentes cartes que l'on peut acheter. Ce qui m'amène à vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour. Bien, pendant notre tour, nous pourrions acheter une carte au prix
qui est indiqué au-dessus ou en dessous selon où est-ce que cette carte se trouve dans la rangée, dans la colonne, pardon. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est que si on a des cartes en main, on pourrait les jouer au coup qui est inscrit en haut à droite. Donc, certaines cartes n'auront pas de coût, comme par exemple les cartes nouvelles médiatiques. Bien, ce sont des événements, donc on les fait immédiatement quand on les achète. Mais si, admettons, je voulais, par exemple, aller récupérer un Rebel Monopoly, eh bien, à ce moment-là, il faudrait que je paye 6 $ de ma poche. Puis sinon, bien, toutes les autres actions sont reliées avec le reste du jeu. Donc, aller envoyer des troupes chez des adversaires pour les attaquer, pour créer de la révolte, aller voler de l'argent, mettre des troupes sur nos localisations pour éviter de se faire voler, ou encore tout simplement augmenter le revenu que l'on peut faire. Et finalement, ben, j'avais oublié de parler de ces petites cartes-là. Grosso modo, au début de la partie, on va choisir un Haciendato qui va nous donner un pouvoir spécial et qui va nous donner un petit boost en début de partie, puis nous donner aussi une direction. Donc c'est vraiment ça en fait le cœur du jeu, c'est vraiment l'aspect de mixer des bonnes cartes les unes avec les autres, mais faire attention parce que tous les autres joueurs autour de la table peuvent venir nous mettre des bâtons dans les roues, donc c'est vraiment de déterminer quand on prend avantage, quand on tire l'épingle de son jeu au bon moment, avec la bonne manière d'agir. Il y a des moments où est-ce qu'il va y avoir une tension perpétuelle, il y a d'autres moments où est-ce qu'on va vouloir créer une alliance temporaire avec un autre joueur contre un joueur qui est sur le point de gagner. Il y a des moments où est-ce qu'on va vouloir trahir les autres, où on va se faire trahir. Bref, c'est des gros hauts et bas. C'est vraiment un manège, une attraction ce jeu-là, parce que tous les joueurs autour de la table sont toujours impliqués, et ça, même quand c'est pas son tour. C'est un jeu qui va avoir beaucoup d'interactions, qui nécessite plusieurs parties pour bien comprendre l'ampleur de ses actions. Mais ça reste somme toute un excellent jeu qui, je crois, est parmi les meilleurs dans la série des PAX, là, PAX Porfiriana. Un jeu qu'il faut avoir un très très bon vocabulaire pour bien dire correctement, contrairement à moi qui le ruine à chaque fois. Si vous êtes un grand fan de l'émission Star Trek, alors à ce moment-ci, je vous conseillerais d'aller récupérer, de vous trouver une copie de Star Trek Frontiers. En fait, Star Trek Frontiers est une réédition du jeu Mage Knight, mais sous un thème sci-fi de la propriété intellectuelle Star Trek. On a beaucoup de composantes très similaires à Mage Knight, mais si vous n'êtes pas familier avec Mage Knight, alors laissez-moi vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Le but étant de faire le plus de points possible, et les points, vous allez les faire d'une tonne et quart de différentes manières. On va commencer tout d'abord à comment est-ce qu'un round débute. Alors les joueurs vont sélectionner à tour de rôle une carte qui leur indiquera en fait l'ordre de tour, et chacune de ces cartes-là, plus le chiffre est élevé, plus on va jouer en dernier. Par contre, les pouvoirs sont de plus en plus forts. Donc moi, si je prenais la carte 3, je serais le troisième à jouer. Ou si mes adversaires prenaient les 4, 5 et les cartes 6, ben à ce moment-là, je serais le premier à jouer. Eh bien, c'est un deck building à sa plus simple forme, puisque on a notre deck de cartes. Nous allons piger un certain nombre de cartes. Donc, les cartes vont avoir en fait différents effets. Les effets principaux, c'est les effets de défense, d'attaque, de déplacement et d'influence. Donc, par exemple, ici, je pourrais utiliser ces deux cartes-là pour faire des moves de 2. Et donc là, comme vous pouvez voir, mon vaisseau ici devra se déplacer dans l'univers selon le respect d'une charte qui est juste là. Et bien, me déplacer sur un espace vide comme ceci, ce serait 2 points de déplacement. Non, ce serait 3, pardon, puisqu'il y a ce petit nuage. Eh bien, mon but, ça va être d'explorer. Hein? Donc là, on va prendre une nouvelle tuile, comme ceci, si j'ai assez de mouvement. On va la rattacher avec le plateau. Et celui-ci va pouvoir en fait faire maintenant partie des différents endroits que je vais explorer. Et là, comme vous pouvez constater, il y a en fait différents symboles qui représentent soit des ennemis potentiels, ou soit des stations ou des endroits où est-ce que je pourrais m'arrêter et récupérer des bénéfices, comme par exemple ici, je pourrais récupérer de la donnée rouge, et cette donnée-là va me permettre d'activer le bas de chacune de mes cartes. Donc présentement, si j'ai une donnée jaune, je pourrais décider de l'attribuer à
ma carte ici, donc je pourrais faire l'action supérieure. Maintenant, j'ai parlé d'influence. L'influence va nous permettre d'aller récupérer des alliés. Ces alliés-là vont nous permettre d'avoir des effets spéciaux, des trucs qui vont nous aider soit en attaque, soit récupérer davantage d'influence ou même se défendre. Une fois qu'on monte de niveau, en fait, on monte de niveau selon le nombre de points où est-ce que nous sommes rendus. Donc, si j'arrive à faire 3 points de victoire, bien, je récupérerai une nouvelle carte. Et ces cartes-là, en fait, ce sont des cartes qui s'ajouteront dans notre deck, qui sont de plus en plus fortes et surtout qui nous permettent d'avoir des effets plus forts que les cartes qui sont dans notre deck de base. Et évidemment, ici, nous avons en fait des cartes qui vont nous demander d'utiliser de la donnée, mais on peut utiliser aussi une donnée jaune et une donnée noire, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire l'effet supérieur de tout cela si on les récupère en allant combattre différents vaisseaux ou encore en s'arrêtant dans différents lieux. À un moment donné, on va se retrouver à la fin de la partie à aller combattre les cubes. Les cubes étant un endroit spécifique, ça va être vraiment rendu loin sur le plateau. Et là, ce cube-là va devoir être combattu selon une carte qui lui est assignée. On pourrait parler aussi des différents avantages que le joueur pourra en fait obtenir au fur et à mesure de la partie alors qu'il augmente de niveau. Bref, comme vous pouvez voir là, il y a énormément de stock et j'ai même pas parlé encore du système de points de dégâts. J'ai même pas parlé du système d'attaque. Ah là là, il y en a beaucoup trop à dire sur ce jeu-là. Star Trek Frontiers, le gros avantage, la grosse qualité, c'est qu'il réussit à vraiment bien saisir l'univers de Star Trek. Donc, si vous êtes un grand fan, un Trekkie comme on dit, vous allez vous y retrouver à 100%. Vous allez vraiment apprécier la saveur thématique et immersive que le jeu peut proposer. Si vous avez déjà Mage Knight puis que vous êtes entièrement satisfait puis que vous connaissez plus ou moins Star Trek, n'allez pas nécessairement vers Star Trek Frontiers, gardez Mage Knight, vous allez être entièrement satisfait, mais si vous préférez le thème sci-fi puis que pour vous c'est important de se sentir immersé et qu'en plus vous êtes quand même fin connaisseur de la propriété intellectuelle Star Trek, allez vers Star Trek Frontiers, c'est sûr certain que vous allez avoir un très bon temps. C'est ce qui conclut cette vidéo sur les gros jeux. J'espère grandement que vous avez apprécié et que j'ai pu vous donner quelques suggestions qui ont du bon sens. Si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas, mais que vous avez trouvé la vidéo intéressante, mais pourquoi pas laisser un petit pouce vers le haut. Autrement, on vous encourage grandement à vous abonner à notre chaîne et nous liker sur Facebook. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le laisser dans la section commentaires ci-bas. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir donné de votre temps. Mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.